Merci beaucoup d'être là avec nous cet après-midi. On est vraiment très heureuses pour Anna et moi. C'est un grand plaisir de pouvoir présenter ce troisième volet dans le cadre de présentation dans le cadre de la série Ethos de la Fondation. Et donc, merci d'être présent. C'est toujours un plaisir de partager nos idées, nos recherches avec vous. Alors, je me présente. Je m'appelle Marie-Hélène Lemaire. Je suis responsable de l'éducation à la Fondation Phi. Et je vous présente ma collègue et co-chercheure, Poana Pine-Feinberg. Merci d'avoir accepté l'invitation, Poana. C'est très apprécié. Oui, grand plaisir. Merci. Parfait. Alors, c'est une co-présentation entre nous deux. Et Poana est une artiste, une éducatrice. C'est aussi une professeure d'histoire de l'art au Collège Dawson. Et c'est également une collaboratrice au département de l'éducation de la Fondation Phi depuis 2013. Donc, merci Poana. Bienvenue. Et donc, on va vous présenter un projet de recherche que Poana et moi menons depuis déjà 2 ans à la Fondation. Avant, je voudrais simplement vous présenter un peu la série Ethos de la Fondation. Alors, c'est une série qui comprend des événements directs et des articles qui traitent de la notion de service et de soins qui a cours à la Fondation quand on pense aux présentations de l'art contemporain. Donc, on veut mettre en valeur une sorte d'approche holistique de la présentation de l'art contemporain. Et on va présenter, et on a présenté notre philosophie, nos recherches, notre programmation, nos opérations dans le cadre de la série. Il y a d'autres présentations qui ont eu lieu, qui ont été enregistrées. Il y en a d'autres à venir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les présenter à la fin de cette présentation. Quand on aura terminé, on sera rendu à la période de questions pour que vous puissiez savoir un peu qu'est-ce qu'on a et que vous soyez invités à aller les visionner. Donc, le projet de recherche de Poana et moi, c'est un projet de recherche qui s'intitule « Expérimenter l'interprétation, gestes, mouvements et dialogues ». C'est un projet qui s'intéresse à la réception de l'art contemporain dans le contexte de la visite de groupe. Alors, c'est un projet qui est soutenu par la Fondation Phi et je remercie d'ailleurs grandement Cheryl Sim, qui est notre commissaire et directrice générale pour soutenir cette recherche, et je remercie aussi beaucoup notre directrice et fondatrice, Phoebe Greenberg, qui soutient la recherche. Aussi, le projet de recherche n'aurait pas eu l'ampleur et la richesse qu'il a eu sans la participation, la contribution de toute l'équipe de l'éducation à la Fondation Phi, qui nous ont beaucoup nourris. Et d'ailleurs, je remercie toute mon équipe, Amanda Beatty, Tania Gomez et Daniel Fizet. Merci. Merci. Donc, le projet de recherche en tant que tel, c'était dans un esprit justement de service, de soins et d'accessibilité. On voulait, Poana et moi, explorer la dimension somatique, sensorielle, kinesthésique de la visite de groupe dans les expositions à la Fondation. Donc, l'idée, c'est quand même de multiplier, au fond, les approches et les possibilités d'interprétation des œuvres dans le contexte de galeries, d'exposition, en intégrant davantage, dans le cadre de la visite, les mouvements, des actions, des gestes. Alors, comme ça, on peut accommoder davantage toutes sortes d'approches et de façons d'apprendre qu'on retrouve chez tous nos visiteurs. C'est une recherche qui a eu lieu dans une exposition qui s'appelait Yasmina Tsivits, Everything That You Desire and Nothing That You Fear, qui a eu lieu à l'automne 2018 et à l'hiver et au printemps 2019. Donc, notre présentation à Poana et moi va prendre la forme d'une sorte vous allez nous suivre à travers la visite somatique qu'on a animée avec 3 groupes différents qui étaient des étudiants de Poana au Collège Dawson. Donc, on va vous amener à travers les espaces de l'exposition de Yasmina Tsivits et on va commenter la visite et on va vous montrer un peu qu'est-ce qu'on a fait avec les étudiants. Et donc, on est ravis de partager cette présentation avec vous et on invite vos commentaires, vos questions. Donc, tout au long de la présentation, vous pouvez, sur le chat, nous poser des questions. Vous pouvez les garder aussi en tête et à la fin de la présentation,
présentation qui va durer environ 50 minutes. On viendra à vos questions et on pourra échanger avec vous. Donc, il y aura une place pour échanger et ça va nous faire vraiment plaisir à Poana et moi. Ça peut être des questions posées en anglais ou en français, il n'y a pas de problème. Je voulais aussi, avant de commencer, remercier Dalia Cheng, qui est ma collègue, qui est notre stratège numérique et coordonnatrice au projet imprimé, qui nous a aidés à bâtir notre présentation, à Poana et moi. Donc, merci Dalia. Voilà, donc d'entrée de jeu, je vais vous présenter le département de l'éducation à la Fondation Phi. Donc, le département de l'éducation, on sert des milliers de visiteurs, en fait, chaque année. Et on reçoit des visiteurs très variés, donc des groupes de primaire, de secondaire, cégep, universitaire, des groupes en francisation, en école de langue, beaucoup de groupes communautaires très diversifiés et le grand public, donc adultes et familles. Et notre programmation éducative est variée, c'est-à-dire qu'on on offre des ateliers de création, des collaborations avec artistes, des activités et des événements spéciaux, et aussi, évidemment, l'offre qui est prédominante et importante dans notre programmation, c'est la visite guidée de groupe. Et donc, on va se concentrer là-dessus pour Anna et moi parce que c'est le sujet de notre recherche. Donc, quand on pense l'approche partagée pédagogique au département, et pour la visite de groupe, c'est vraiment une approche qui est basée dans la pédagogie du mouvement. Donc, en fait, dans une volonté de rendre l'art contemporain plus accessible, dans l'équipe de l'éducation, on conçoit dans notre pédagogie la notion du mouvement de façon large et diversifiée. C'est-à-dire qu'on imagine, on prend en compte lors de la visite le mouvement qui est davantage de l'esprit, plus cérébral, qui s'exprime par le langage parlé, lors du dialogue improvisé lors de la visite de groupe. On prend aussi en compte la dimension plus affective et émotive qui est en mouvement aussi pendant la visite de groupe. Donc, on la valide, on l'inclut dans nos visites. Et on prend aussi en considération le mouvement physique dans les espaces. Donc, comment le corps se déplace, comment le corps ressent. Et donc, tout ça, ça fait partie de de la pédagogie du département, de travailler avec le mouvement de cette façon-là, pour justement servir le plus possible tous les visiteurs dans la visite de groupe. Il y a aussi un élément important dans la pédagogie qui est celle qu'on appelle nos traveling concepts, ou en français les concepts migratoires ou les concepts voyageurs. On se base sur une méthodologie de la théoricienne culturelle et littéraire Mickey Ball, et on a approprié cette méthodologie au département de l'éducation. Donc, quand on anime une visite, on a ces concepts voyageurs dans notre tête et c'est ce qui structure la visite, mais qui la garde assez libre pour donner la place à l'interprétation des visiteurs et mettre en jeu différents concepts selon la manière dont le dialogue évolue lors de la visite. Donc, voilà le contexte dans lequel la recherche de Poana et moi a eu lieu. Au fond, notre recherche à Poana et moi est vraiment ancrée dans la pédagogie du département, puis on pousse davantage la dimension somatique et kinesthésique ou sensorielle de cette approche. Et moi, qu'est-ce qui m'a intéressée à développer ces recherches-là? C'est-à-dire que j'ai une formation un peu atypique dans le domaine. J'ai une formation en littérature, en muséologie et en communication. Et j'ai une expérience de 20 ans à travailler comme éducatrice dans différents musées ou galeries d'art contemporain à Montréal. Alors, pour moi, l'art contemporain, je l'ai comme apprécié, interprété toujours en situation de visite de groupe dans les expositions matérielles. Donc, pour moi, j'ai beaucoup d'intérêt pour la manière dont chacun d'entre nous avons, dans notre expérience vécue, la capacité d'interpréter l'art contemporain, donc la place du corps dans l'interprétation de l'exposition d'art contemporain. Alors voilà, je te passe le flambeau pour Anna. Merci. Maintenant. Merci beaucoup, Mary-Hélène. Thank you so much, Mary-Hélène, for that beautiful introduction. And I'm just really pleased to be here today and to share our research. It's a privilege to be able to speak about something that is such an inspiring
experience to think about, and particularly during this challenging time, to be offered that space to delve into this this project. And I also would like to reiterate a big thanks to Cheryl Sim and Phoebe Greenberg and the whole education team for offering us this opportunity to really explore approaches, ideas that really mean a lot to us, that we have been deeply moved by at each different phase of the research. And we hope you will also be inspired today. And I reiterate that if you have questions, please don't hesitate. It would be a real pleasure to discuss more in depth with you once we present a sort of overview of the research. It'd be wonderful to discuss some of your questions or elaborations, perhaps, as well, from your own experience. So what you're seeing here, actually, this image is an image from a workshop that I conceived in response to the Richard Moss and Valerie Belin exhibitions in 2014. The workshop was called Lucida. And the workshop was a tactile exploration of light through the creation of cyanotypes, or as we know, sometimes sun prints is what they're called, or photograms. And this workshop was inspired by the sense of wonder that one can experience when watching an image reveal itself, little by little in the darkroom as it comes to be. And this process of cyanotype printing, the revealing of itself, is something that I liken to the experience of a group visit, the kind of magic that happens within the dynamic of a group visit. In my mind, there's insights, or my experience, I should say, insights reveal themselves throughout this time we have together in interaction with the artworks, and how our ideas, as Marie-Hélène was mentioning, kind of move in these migratory ways and interconnect and spark one another. And so, yeah, there's this kind of magic that happens when we become attuned to the effect of art, or the affect, A-F-F-E-C-T, the way that we feel from art, the way it informs us, the way it changes us. And this is what really compels me about this research, is opening up ways in which we can experience or share in our experience of how we are affected by contemporary art. So during our research project, we experimented with methods for encountering the artworks that welcome diverse learners, and also diverse cultural perspectives. We privileged specifically somatic or kinesthetic modes of learning, and we wanted to encourage encounters and interpretations that are personal and also intuitively derived. So intuition was something that we really encouraged listening to. So we focused on creating a context of care. So what that means is that during the visits, I think this is true for all of the educators at the Phi Foundation, but there's always this encouragement for the visitors to share honest reflections and to decide which activities they would or would not like to participate in. So as this was an experimental research project, we wanted everyone to have the personal agency to decide what they were comfortable with. And also we recognize that sometimes it can be hard to put intuitive knowing into like feelings or sense or recognition, or sometimes intuition is just an unfolding question that is there, but you don't really have an answer for or don't know how to formulate yet, but that's okay. We wanted to acknowledge that they are there. And what this means is that the so-called silences that during visits, for example, if you ask a question and there is no immediate response, those are welcomed, actually, because those are quiet moments that allow for consideration. They're active learning spaces, actually, that often people need they need that time to reflect, or perhaps they prefer not to speak in a group, but we know that there is still this consideration ongoing. So as Marie-Hélène mentioned, we offered our visits to several
to two groups, in fact. The participants who will be, the research itself was offered to several different groups over the year 2018-2019. But today we'll be focusing on the visits that we did with two groups in particular. So the participants were groups from Dawson College, who were students in a course that I offer, which is an introduction to curatorial practice. And so here in this image, you see another cyanotype workshop that I offer in the context of the course, the Introduction to Curatorial Practice at Dawson College. And I guide the students in creating cyanotypes outdoors. This is one of the open spaces next to Dawson College on the campus, next to the Peace Garden, if any of you have been there before. And I ask these students to create their cyanotypes in co-creation with found objects and plants. As you see right here, of course, there's like a little bottle top. There's some plants, some leaves. So they create the cyanotypes there. And then I ask them to, as an exercise to encourage thinking about the intersections between curatorial and artistic thinking, I ask them to curate an exhibition that same day during the class in that space. So here you have one of the students who's proposing a way that we could perhaps exhibit the works. So this artistic approach to curatorial strategies is helpful because the students are in a program called Arts, Literature, and Communication, which aims to prepare students for university studies in cinema, interactive media arts, literature, or studio art. So they're all emerging artists, and they're also, most of them, considering what curation means, or what does it mean to exhibit their work. So for their class project, for their final project that they work on throughout the semester, students are asked to imagine their dream exhibition. So this method, by the way, is a method that I borrowed from Shelley, Ruth Butler, and Erica Lair. They have a publication called Curatorial Dreams that was released in 2016, which I encourage you to look through to learn more about their methodology or method. It's an excellent publication. So I borrowed this idea of a dream curatorial project, and the students they propose a concept and a context for their dream exhibition. And don't worry, this is all coming back to our research project. I'm going to show you how it ties in. And so for the class, they propose the concept that they care a lot about, and that can be political. It can be an artist that they're really interested in. It can be also personal. It can be many different. It's really up to them. So I don't put any kinds of limits on that concept, and the context as well. They choose where. It can be an exhibition space. It can be the streets. It can be a garden. It can be in the hallways at Dawson College. So the final essay for this project is written in the form of an explanation of how one would walk through their dream exhibition. So it should offer the reader a sense for how the students' curatorial interpretation of the artworks, it should offer a sense of their ideas about the artworks, but also a description of how they imagine one would interact with their dream curatorial project. So I really encourage the students to express the affective qualities of their exhibition. And so there could be no better visit, really, at that time than to visit the Yasmina Zibit's exhibition, Everything You Desire and Nothing That You Fear, because it was ideal to encourage the students to think about the vast potential of an exhibition as an immersive and sensorially engaging experience. And in the approach that we were taking in our research, it also emphasized how one feels in response to, in relationship to the artwork. So that was something that I framed going into the research, and also in conversations after our visit to the foundation. Just to briefly introduce the students, there were two groups of about 15 students. They're all CEGEP age, so 17 or 18 years old. As is typical of all Dawson classrooms, the students identified as being members of various cultural communities, including Haitian, Colombian, Vietnamese, Mexican, French, Rwandan, Greek, Turkish, and Quebecois, and more.
So also all the students were sighted and could hear. They were also so-called able-bodied. So none of the students were using crutches or canes, wheelchairs, or other movement aids, which influenced the activities that we planned and how we shaped the gestures and the movements. Only 2 of the participants from each group had visited the Phi Foundation before, so it was actually an exciting new experience for most of the students as well. And I'll pass it back to you now, Marie-Hélène, pour la suite. Parfait. Donc, je vais vous présenter l'exposition Everything That You Desire and Nothing That You Fear de Yasmina Cibits. Cibits est une artiste slovène qui vit et travaille à Londres. C'est une artiste qui s'intéresse dans tout son travail au concept de soft power ou force de persuasion en français, et telle que cette force est exercée par les États-nations. Et elle utilise l'étude de cas de l'ex-Yougoslavie pour ce faire. Et la force de persuasion, c'est une forme de pouvoir qui s'exerce via les moyens de séduction et d'attraction plutôt que de coercition. Et les États-nations vont... Une des places de choix où s'exerce ce type de pouvoir, c'est le domaine de la culture, de l'art. Yasmina s'intéressait particulièrement dans son exposition à l'architecture et plus spécifiquement à un phénomène très précis, c'est-à-dire l'architecture des pavillons nationaux de l'ex-Yougoslavie tel qu'il se présentait dans différentes expositions universelles tout au long du 20e siècle. Alors, dans l'exposition, on avait vraiment, l'artiste a ciblé plutôt ces architectures-là. Donc, l'exposition était idéale pour notre type de visite, comme le disait Poana, parce que c'était l'artiste l'a conçu comme une vaste installation immersive. En fait, toute l'exposition était une installation qui était multidisciplinaire dans le sens qu'on retrouvait... mais il y avait un élément qui unifiait toute l'installation, qui était tous les murs de la galerie étaient recouverts d'un rideau. Et ce rideau, on le retrouvait à travers toute l'exposition et on retrouvait dans l'exposition des maquettes d'architecture, des sculptures, de la photographie, des murales, des tapisseries, des films et des performances. Donc, c'était une exposition immersive et somatique de choix. Donc, la grande question que se pose Yasmina Cibits, c'est comment l'architecture moderniste a-t-elle été instrumentalisée par la Yougoslavie afin de participer à un projet de construction de la nation et afin de projeter une image de domination sur la scène internationale. Et aussi, une autre question importante pour Yasmina Cibits, c'est quelle est la place et le traitement du corps des femmes dans ce type d'entreprise architecturale patriarcale. Donc, ces questions parcouraient toute l'exposition. Je vais aller très brièvement, je vais vous présenter un petit peu un survol par image des 3 pavillons de la Yougoslavie qui ont particulièrement intéressé Cibits dans l'exposition. Donc, c'est la présence de la Yougoslavie pour sa première participation à une exposition universelle. C'était le pavillon que la Yougoslavie, qu'on voit ici, a présenté à l'Expo universelle de Barcelone en 1929. Et ensuite, il y a eu... donc, je vais brièvement le décrire. Il y avait à l'avant, on la voit pas très bien, mais il y avait la Mère Nation au panier de fruits, là, une sculpture à l'avant à gauche, qui était placée devant le pavillon. Et il y avait aussi le pavillon de Bruxelles en 1958 qui intéressait Yasmina et le pavillon aussi de la Yougoslavie à l'Expo 67 de Montréal. En fait, ça a été la dernière présentation de la Yougoslavie à une expo universelle avant sa dissolution dans les années 90. Donc, je vais rapidement vous présenter les 3 pavillons et le traitement que l'artiste en a fait dans l'exposition. Pour ce qui est du pavillon de la Yougoslavie à Barcelone, c'était encore une fois clairement une architecture moderniste déjà par un architecte qui s'appelait Dragiša Brazovan. Et peut-être on peut entrer, Poana, dans la première salle de l'exposition. L'artiste a présenté une petite maquette du pavillon sur un socle moderne avec la Mère Nation au panier de fruits à l'arrière dans l'image, mais qui était à l'entrée quand on entrait dans l'exposition.
Et c'était présenté comme une sorte de boudoir que Tibbits avait imaginé comme une sorte de boudoir d'un collectionneur anonyme qui aurait collectionné ces artefacts qu'on retrouve dans l'espace. Pour ce qui est du pavillon de Bruxelles, qu'on retrouvait aussi dans l'exposition de Yasmina, on le voit ici, le pavillon de la Yougoslavie qui a été présenté à Bruxelles en 1958. On voit un peu l'architecture, encore une fois, moderne, beaucoup de très fenestrés, très vitrés, tout en horizontalité. Et l'artiste a fait une œuvre en lien avec ce pavillon qui s'appelait Nada 1, qui était un film et une installation, donc qui comprenait une maquette architecturale et le film. En fait, ce qu'on voit ici, une dimension importante du travail de Yasmina, c'était de faire un travail de recherche dans les archives de la Yougoslavie, comprendre comment ont été bâtis et créés ces pavillons nationaux. Et ça, ce qu'elle a choisi, c'est que ce qu'on voit, c'est le projet initial de l'architecte. L'architecte s'appelait Wenceslav Richter et c'était sa première idée présentée au comité de décideurs. Et finalement, le comité a censuré le mât principal. Richter voulait un mât pour pouvoir suspendre l'architecture. Mais bon, le mât a été censuré et Tibbits est revenue à ce projet initial et elle en a fait un instrument à cordes, en fait, un instrument de musique. Et on a la violoniste Dejana Sekulic qui joue de l'instrument dans le film. Et l'élément sonore baignait tout l'espace. Pour ce qui est du pavillon de l'Expo 67, en terminant, c'était donc le pavillon à Montréal de la Yougoslavie. On trouve encore un peu toujours ces idées de... il y avait 7 modules triangulaires pour les 6 différentes républiques de la Yougoslavie. Et au centre, on avait le module triangulaire du centre représentait le Canada. Et c'était, au fond, ce que l'artiste a fait, c'est sûr que pour la commissaire Cheryl Sim et notre directrice, c'était idéal d'accueillir ce travail à Montréal parce que ça a permis à Yasmina de créer une œuvre spécifiquement pour le contexte montréalais et spécifiquement pour le pavillon d'Expo 67. C'est ce qu'elle a fait dans la 4e salle du bâtiment principal de l'exposition. Alors, c'était une installation qui s'appelait Épilogue, qui comprenait les rideaux, comme toujours, des photos qu'on voit à l'arrière de la Mère Nation au drapeau, avec différents slogans politiques. Et vous avez un banc ici à gauche qui nous menait devant un film qui s'appelait État d'illusion. Et Tibbits a utilisé la métaphore de la magie avec la figure de la Mère Nation au drapeau, qui était un hybride entre une magicienne et une assistante au magicien. Et cette Mère Nation subissait 6 différents tours de magie pour les 6 différentes républiques où elle disparaissait comme les républiques ont toutes disparu. Et donc, l'idée de la disparition de la Yougoslavie à la toute fin du film. Il y avait dans le film une reproduction, comme vous voyez, du pavillon de l'Expo 67. Donc, les modules se déplaçaient. 3 figures masculines manipulaient le dispositif pour faire les différents tours de magie et la Mère Nation, comme on peut la voir dans la dernière image, subissait tous ces tours de magie et chaque fois toujours un peu plus violents les uns que les autres. Et à la fin du film, elle disparaissait complètement. Alors voilà, c'est un survol en images de cette exposition qui était très, très riche. Là, on pourrait en parler très longtemps, mais voilà, ça c'est suffisant pour aujourd'hui, pour la présentation. Et maintenant, on peut plonger dans la visite en tant que telle avec Poana. Ok, merci Marie-Hélène. Okay, so here we are, an image of a group entering the Phi Foundation, the 451 entrance that many of you already know. And I love this image that Dalia offered to us to use because it represents for me this moment, this sort of threshold where the groups come into the exhibition space and they bring with them their lives, right? Their day, their whatever they're experiencing, whatever they're thinking, whatever they have lived up into that moment, really. And they're coming into the exhibition open, curious, wondering what's going to happen next.
And I think this is a very essential part of the research project, which really comes back to the ethos of the foundation, which Cheryl Sim actually spoke to a few weeks ago when she offered her presentation, the introduction to the foundation, is this idea of generosity, empathy, and inclusion. That we, as educators, we understand that at the root of that empathy is to acknowledge each person as an individual, as somebody that's bringing their experience into the exhibition. They are becoming a part of it. And that we want them to feel included. We want them to feel like they can really feel present within it. And that their contributions actually do contribute to the life of the exhibition, that their presence brings that exhibition to life, that they activate it, that that the exhibition becomes with them, that they also become with the exhibition, and that the exhibition then becomes a part of their memories, right, about how they understand and consider the world. And so there is this this potential, this way of considering the energy, the dynamic of a group, which really is best understood as a sense of, I think, of empathy, you know, of caring for each other during that time. So the way that we prepared for these visits is that because we knew that we really wanted to experiment and push further the somatic or kinesthetic movements and gestures during the visit, what we did was we decided to introduce the exhibition before they arrive. So in class, the week prior to the visit, we read aloud the curatorial essay that Cheryl Sim wrote, and we did that in round. So each student took a small portion of that essay and read it aloud to the rest of the class. And that was intentional, in that I wanted each of the students to feel some of the words come through them. And so hopefully that their memory, their embodied memory, would have those words, those concepts kind of lingering. And I'll explain why in a moment. And that was the introduction. So there was no other framework. When they arrived for that day, for their visit, I introduced Marie-Hélène, and we said we're going to go straight into the exhibition space, and we mentioned that we'll be experimenting with this type of approach, and that they are welcome to, as I mentioned before, choose which gestures and movements they feel comfortable participating in, and that we welcome all of their insights and all of their reflections. And so then we walked into the space. Let me go back here. Okay. And as many of you may know, this is the entrance into the foyer, or the atrium of 451. So normally you would see here a préposé welcoming us kindly. And so we all walked in through this space here. And as Marie-Hélène summarized, that one of the major thematic considerations for the exhibition is this idea of the discipline of architecture, or the role of architecture in our perceptions, or in how we present our cultures and our is a political tool, really. And so one of the ways in which we wanted to bring the participants into that consideration was the first gesture, the first movement that we proposed was that we all look up to this space here. And as you look up, which you don't typically do, I know that I haven't seen many, I think it's something that we don't always do when we walk into this space, but by inviting them to look upwards, you can see the four flights above us. So you see the layers of the floors that we're going to be experiencing, and it is a quite impressive view, and you sense the architecture around you. And so we were inviting these reflections on, or associations with, the architecture, but also the preconceived notions of contemporary art exhibitions. So considering where they're going into, what they might imagine they might be experiencing within this exhibition space. And then, still standing there all together,
we then passed out these cards to each of the participants with these key concepts that were developed by the education team, but then also reconsidered by Marie-Hélène and I and selected. So there's, for example, politically charged, facade, illusion, female form as nation state, soft power, statecraft, stagecraft, the body, desire or fear, modernist form as nation state. So we passed many of these, well, to each of the participants. We each had one different key concept, and then we asked each participant to read their key concept aloud. And this was the introduction as points of departure. Each of these key concepts are found and reiterated throughout the exhibition. So the idea was that rather than framing the exhibition experience with a more didactic kind of overview, the idea was to have these facets or angles in which perhaps participants could come into the themes or interpret them in their own way, with their own experience, with their own way of thinking about the meaning of these words. And I think then I'll leave it there, and we're going into the exhibition, and Marie-Hélène is going to take over to discuss the first exhibition space. Oh, there we go. Merci. Alors, on a guidé le groupe dans le premier espace de l'exposition et on voit ici la Mère Nation au panier de fruits qui nous accueille. On est entré plus avant dans l'espace. Et la première chose qu'on a invité l'invitation première aux étudiants qu'on a fait, c'était de les inviter à se coucher sur le dos, sur le tapis, dans l'espace, un peu partout, où ils le désiraient et s'ils le désiraient, de se coucher par terre. Mais plusieurs l'ont fait avec grand plaisir. Et on est ici tout a été orchestré par Yasmina, même le plafond a été conçu par Yasmina Tibitz, donc tout le tapis également, qui n'est pas là à l'habitude. Alors ça, c'était le premier mouvement qu'ils ont fait, toujours en leur donnant beaucoup de temps pour respirer et puis ressentir l'espace selon cette perspective. Par la suite, on les a invités à se lever et à se déplacer librement, à leur guise, à travers l'espace, quelque temps. Donc, on a encore une fois laissé un bon moment pour qu'ils puissent s'immerger dans l'espace. Et après avoir pris ce temps dans l'espace, on les a rassemblés autour de nous, Poana et moi, et on a pas tant animé une discussion, on a plutôt invité leurs impressions à chaud de ce qu'ils venaient de ressentir. Donc, on leur a posé une question générale. Quel est comment vous sentez-vous dans l'espace? Et aussi, où votre corps vous a-t-il mené? Et l'objectif, c'était en fait de voir la façon dont ils ont ressenti dans leur corps la force de persuasion. Donc, on a eu, pour vous donner quelques commentaires qui étaient très intéressants, puis assez impressionnants là, dans leur profondeur. On avait, par exemple, des étudiants qui nous disaient « Ah, on a un sentiment de paix, de calme, d'être enveloppé. » Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on voit un petit peu moins dans la photo, c'est que c'était la lumière qui descendait du plafond était rose, tamisée et baignait tout l'espace. Donc, certains étudiants s'y trouvaient bien et confortables. D'autres, par contre, nous disaient « Ah, ben la présence des rideaux qui nous entourent, ça me donne l'impression d'être confiné, enfermé. Le son était étouffé dans cet espace-là à cause des rideaux et du tapis et du plafond suspendu. Donc, l'aspect sonore chez certains leur faisait dire qu'ils se sentaient très isolés, comme si tout à coup on pourrait ne pas les entendre s'il y avait quelque chose. Certains pensaient à une présence cachée à l'arrière des rideaux, qu'il y avait un sentiment d'être surveillé.
d'autres, c'est intéressant, parlaient un peu de l'ambiguïté de l'espace qui était à la fois l'espace public du cube blanc de la galerie, qui était aussi un espace privé de par l'installation de l'artiste. Donc, une étudiante nous disait, on dirait que j'avais le désir de toucher davantage aux objets parce que j'avais l'impression d'être dans un salon. Donc, mais bon, elle savait qu'elle ne pouvait pas toucher, donc elle ressentait quand même le cube blanc derrière. Donc ça, c'est quelques commentaires qu'on a eus lors de cet échange-là. Et donc, ce qui était intéressant, c'est ça, c'est qu'ils ressentaient dans leur corps ce que fait la force de persuasion. Et donc, il y avait l'effet de confort, de séduction, de fascination, qui sont des forces de ce type de pouvoir, mais il y avait aussi de ressentir ce qui, souvent de façon pernicieuse ou un petit peu plus sourde ou un peu plus souterraine, de ressentir l'oppression de ce genre de force-là, qui est très séduisante, mais Yasmina réussissait par son installation à continuer à faire ressentir donc une force d'oppression, de surveillance, quelque chose qui isole. Et donc, on sentait combien il y avait des limites sensorielles créées par l'espace. Puis l'espace était fascinant parce que c'est ça, c'était comme un double espace. Il y avait le cube blanc de la galerie était encore ressenti par les étudiants. Donc, l'architecture disciplinaire de ce type d'espace était là, senti, mais il y avait aussi quelque chose qui se passait au niveau puisqu'il y avait l'épiderme de toute l'installation de l'artiste sur le cube blanc, mais il y avait quelque chose qui était ressenti de cet espace-là aussi, qui évoquait un espace plus privé. Donc, quand on a quitté l'espace, il y avait aussi cette dimension-là où on voyait 3 allégories féminines dans l'autre côté de l'espace. Puis, en terminant, on a invité, pour sortir, on a invité les étudiants à longer les rideaux en cercle, encercler le pavillon, la maquette, encercler la colonne qui est elle-même vêtue de rideaux. Et ensuite, on est sorti. Et on a monté les escaliers jusqu'au 2e étage. Et je laisse ma collègue Poana parler du 2e espace. Okay, great. So yeah, I just want to point out this circular motion that Marie-Hélène was mentioning in terms of how we were leaving the space, circling around the column. And then there were I just sort of a repeated circular form that Marie-Hélène and I sensed in our preparations for the research project, and so that came into some of the gestures that we suggested or we offered, and I'm putting that out now because that comes back in a few minutes. I'll mention one of the comments that the students offered that was interesting in the sense of how the circularity impacted their experience. So as we came up from the first floor, here all of the students came in through the entrance that is on the other side of this curtain. And so then we asked them to sit here in front of the video, which is a very typical receptive position. And that was intentional. We really thought it was interesting to after such an introduction to the exhibition, which was somewhat atypical, also very interactive with the space, and then just sit and receive. And also in light of the work itself, which this video here, which is titled Tear Down and Rebuild. The video is composed exclusively of quotes drawn from political speeches, debates, and proclamations that extract and emphasize the iconoclasm of architecture, art, and monuments. So Tear Down and Rebuild creates an original conversation between 4 characters. You see one of them here. All of them are women who are quoting these speeches and proclamations in a way that is somewhat overwhelming and hard to follow, and you're not quite clear what the position is. So while you're sitting, or this is the sense that some of the students mentioned, and I should perhaps say at this point that in giving the comments of the students or in offering a sort of resume or a summary rather of some of their comments, of course I'm also integrating some of my own memory of those comments and just sort of grouping them together. So I'm not necessarily each time pointing out specific comments, but just globally what some of the students shared.
So they're listening to the video, they're thinking, what is happening? Wait, is it this way? Is it that way? So they're sitting, but they're being still physically, somatically, the reaction was a lot of movement, kind of confusion, even discomfort, not really sure, but also it's the sensuality of the film is so compelling. The sensory elements, the colors, the costumes, the movements of the actors, the voices, they're drawn in, but also kind of repelled, not really sure why, until at the end of the video, they see what the content of it is. And then they're sort of, there were some realizations that were released about the significance of those, of the words that were being shared. But we didn't discuss this in that room. What happened was we just sat, we listened, we received it. We asked all of the students to stand up, then to come over to the side as they moved across the room to this work here. So again, this is the circular form, the sculpture, everything that you desire. You'll see here, everything that you desire and nothing that you fear. So the title of the exhibition, there's this sculpture that looks like it's kind of at any point going to be in motion, right? It's just sort of frozen, but yet it has the potential, that imminence of movement. And what we asked the students to do at this point, because you'll see here that the sculpture is somewhat close to the curtain behind it. And so the question might be, should we or shouldn't we go around it? How close can we approach it? And so we wanted to sort of push what is or isn't possible within the space, and also encourage them to question it. And so then we asked them then to move we all stood there together as a group, observed the sculpture, and then one by one, each participant, including Marie-Hélène and I, walked behind it and then looked out towards the rest of the group. So in some ways, the role was reversed. So rather than being in the receptive side, now each student was then observing, and there was sort of this kind of, the observation was shifted. The way in which we were receiving or engaging with that space suddenly had a nuance to it. And as each participant walked past, and they followed Marie-Hélène out of the room. So then we walked out all together in a line towards the next artwork that we visited. And so then, the Marie-Hélène was, we walked up to the third floor. So this is the constructors is, this is the third floor here. We walked in through this curtain, and you'll see that this is one perspective of the room. You go further in, you see a tapestry with one of the key concepts that we spoke at the beginning on the first floor, in entrance, stagecraft. And then as you walk around the room, you see on the other side of the tapestries, statecraft. And so we allowed the students to just walk around and experience the space and observe what was coming to them, how they were interpreting the works. And then we asked them to all sit down in a circle. This was the first group, actually. This was the space which we wanted to dedicate to then opening up the conversation. And so we asked then the group to come and sit in a circle together and then share their reflections. And again, it was an open question. What did you observe? What are some of your comments? What are some of your insights? How do you feel right now about the exhibition? So just always coming back to that intuitive knowing, whatever it was that they were able to share in that moment about their observations. And from their observations, then we, if they had questions, specific questions, then we offered some insight, or if there was context that could be given, or other students perhaps then entered directly into dialogue and they just discussed their impressions. And that was, for us, the interpretation. That was what we were hoping for, was this kind of conversation about the meaning. Now,
Also, though, one of the visits was had a very different sense to it, a very different feeling, because as we entered the third floor, where we previously had a conversation with the group, there was a performance being offered. And I'm going to take a moment now to share the performance with you so that you can get a sense for how this performative activation or this shift in the sound and the ambient energy, how that may have affected the group. The performance is titled An Atmosphere of Joyful Contemplation. So we have two singers presenting a new musical composition as a dialogue exchange. Sometimes they're in competition, sometimes they are helping each other, sometimes they are canceling each other out, whilst the two singers are manually working on the carpets. And I really wanted to bring back, the female voice physically. And as they sing, they say, socially useful, highly decorative. And it is this frisson that, I really wanted to kind of push forward. Whether, the female body is utilized just as an eye candy or, now fully endorsed with political power. And I think I'll leave it at that, and I'll let Marie-Hélène, I'll let you carry us to the next exhibition space. Oui, d'accord. Par la suite, on a quitté le bâtiment principal. En fait, on est allé voir l'installation State of Illusion au 4e étage, mais on a sélectionné certaines parties de la visite pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, je vous amène dans l'espace satellite du 465 Saint-Jean et plus spécifiquement dans l'œuvre Nada 1 que je vous ai présentée tout à l'heure. Alors, dans cette partie de l'exposition et de la visite, on a plongé encore davantage dans les différentes actions qu'on suggérait aux étudiants. Donc, quand ils sont entrés dans l'installation, on avait des petits sacs qui contenaient des cartes que tu peux montrer, Poana. Sur chacune des cartes, on avait des actions suggérées. Alors, par hasard, les étudiants pigeaient certaines cartes et sur chaque carte, ils pouvaient choisir l'action, le geste qu'ils préféraient. Et ils en ont fait quelques-uns aussi dans l'espace. Ils ont eu l'occasion d'en interpréter plusieurs. Simplement pour vous donner 2 exemples, il y avait par exemple une des actions leur proposait de s'approcher de l'écran très près, mais en gardant une distance d'environ 1 bras et de se déplacer très près de l'écran de gauche à droite plusieurs fois. Et l'idée avec cette action-là, c'était évidemment d'avoir un rapport défamiliarisé à l'image, si proche qu'on pouvait sentir la matérialité de l'écran. Et aussi, il y avait un peu cette expérience de ce qu'on appelle une vision tactile plutôt qu'une vision optique, ou des fois, on peut appeler cette vision-là haptique. H-A-P-T-I-Q-U-E. Donc, il y avait cette idée d'un rapport à l'image un peu abstrait et très matériel. Et il y avait aussi un autre exemple d'action était celui-ci. Placez votre dos sur le mur à droite de l'écran et puis ressentez les vibrations. Et avec cet exercice-là, on avait le désir d'explorer avec les étudiants le côté plus physique et résonnant de l'aspect sonore de l'installation. La vibration était assez forte sur les murs. Et puis, c'était tellement une partie prenante de l'installation. L'idée pour Yasmina, le type de son que la violoniste jouait sur l'instrument à cordes était un peu discordant, à certains moments sinistre. Donc, avec le dos au mur, on avait un rapport plus physique à cette type de vibration, puis aussi par rapport à ces concepts de désaccordé et accordé.
Et puis, donc, ça accentuait ce sentiment-là. Et on revient encore à cette idée de... Il y avait toute la séduction de l'installation, mais il y avait aussi dans l'installation, en même temps que les forces de séduction, il y avait ces espèces de menaces un peu sourdes qui passaient par le son, ou d'un côté plus sinistre, en fait, qui venait révéler qu'est-ce qui se joue, encore une fois, dans ce type d'espace. Je pense que je vais terminer ici, puis je vais te laisser la parole, Anna, pour la conclusion, parce qu'après, on s'est dirigé vers une salle, la dernière salle de l'exposition, qu'on peut présenter maintenant, et puis là, on a fait la conclusion. Oui, c'est ça. Merci, Marilyn. So yes, to conclude briefly, what we found was so much. The experience, each one was so unique, of course, because the dynamic of each group is itself unique. How one, as I mentioned before, comes into an exhibition, what they bring with them is always based on their life experience, and so is their interpretation, or how they may feel, how an artwork, what it might provoke or evoke. And so one of the things that we both agreed on was that the gestures and the movements that we proposed created points of entry, or ways of pointing to like possible discussion. They opened up ways of different angles for discussion, if I could say, and then but they opened a lot of questions, really, which we welcomed, that weren't necessarily questions to be answered, but rather questions to resonate. And one of the students, for example, I can say, mentioned specifically that they were affected by not having explanations. Although we did read the curatorial essay the week prior, it still felt like it was unclear what was happening, so to speak. And so they mentioned that actually felt welcomed, in that typically, or often, this one student said that they feel that they are insecure about not knowing, that they are supposed to know something, that they're given this introduction at the beginning of an exhibition, and that they're supposed to therefore be able to follow. Where in this approach, they could themselves decide where the meaning should be emphasized. The other one, I felt that, for example, I was mentioning the circularity, the circular themes that Marilyn and I sensed in the exhibition, and we actually at one point even saw our visit in some ways as a circular form, because we were repeating particular movements. And one of the students said, at the end, it was a very exciting moment, they said, I get it, I see, and this was not intended at all, but I see that we started, and then we're coming back to that place, and that the conversation keeps coming around. And they had an interpretation of this, the circularity based on the gestures. They said, now I understand the circular patterns that we keep repeating. So it was the gesture, the movement, which seemed to shape the overall interpretation of the sense, or the meaning of the exhibition. And I think I could also just mention briefly that the projects themselves, although I am typically very proud of my students and very impressed, I can say that there were the detail in which they were able to describe their interpretation of the works, and the movement through their dream exhibitions was, from the point that we visited this exhibition forward, was much more elaborated. They were really able to go into the imagination of their exhibition and actually reshape them. Many of them just reshaped their exhibition based on this experience, which opened up possibilities for how, as artists and potential curators as well, how they could reimagine what it is an exhibition conveys, what it is that an exhibition proposes. I think I'll just I'll leave it at that, so that we can have time for comments, questions, or any other elaborations, as I mentioned. So, excuse me. Would anybody like to? Yeah.
Can we open up to, is it okay, Marie-Hélène? Should we Oui, open it up to questions? Or oui, c'est I parfait. know that, if you have, there was a comment in the chat, or if you'd like to come on to speak, you're welcome to do that. If you'd like to place a question or comment in the chat, then we can read it aloud to the group, and then develop hopefully have a little conversation around that. Si certaines questions vous viennent en tête après la présentation, plus tard, ça va nous faire plaisir d'y répondre aussi dans les prochains jours si vous nous écrivez. La conversation peut perdurer dans le temps. Mm-hmm. Okay, I see that there's a... Maybe I could then take one moment to elaborate just briefly in that. I think that something that came to Marie-Hélène and I can elaborate on this too, Marie-Hélène, about the idea of a research project, which was interesting, is that sometimes we think that we're going to be able to have answers, right? But in many ways, we found that we ended up with many open questions and a continuation, way to different, again, more points of departure for continued ways of exploring this approach. I see that there's a question from Paul. Marie-Hélène, est-ce que tu veux le lire? Donc, je vais le lire. Paul nous demande, il se demande comment nos recherches et découvertes se sont développées pour des groupes qui ne profitent pas de la même préparation que les groupes de Dawson. En fait, on n'a pas eu l'occasion de... Je pense qu'on on a fait 2 visites avec le groupe de Dawson, puis on a fait aussi une visite avec les étudiants et étudiantes de notre collègue Emily Kimliside, qui sont des futurs guides bénévoles au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et eux aussi avaient eu exactement la même préparation. Paul, est-ce que tu veux dire, quand tu parles de préparation, tu veux dire, comment dirais-je, le fait que les étudiants baignent dans un département d'histoire de l'art et ont certaines connaissances, ou la préparation spécifique que Poana leur a donnée en classe avant la visite? Tu peux ouvrir ton micro aussi, si tu veux. Okay. Ah. Yeah, that's a great question, because this is one of the open questions that I was just mentioning, and that it's true that so Paul was saying that there's like this preparation that we were able to offer in class by reading the curatorial text, but also that there's the students were in this program, Arts, Literature, and Communication, which means that they were already sort of moving towards they're moving towards an artistic vocation. And how would we then perhaps prepare for visits with other groups, different ages, different abilities, different orientations to contemporary art? And these are questions that we are asking ourselves as well. I can speak just for myself, in that I do offer courses in art history to students at Dawson that are not in the fine arts department, that are in, for example, other disciplines like social service or child studies or biology, etc., psychology. And it is, for these students, most of them, it's their first time ever in an art history class. They may very well be interested in the arts, but they've never had an opportunity yet to participate in a class for the arts specifically. So it's a complementary course. And I have experimented with some of these
ways of encouraging interaction with the art, because the course I teach to these non-art students is also exhibition-based. So we do visit almost, well, every other week we visit another exhibition. And I've tried to integrate these, ways of encountering the art or encouraging intuitive interpretation to these students. And I have found across the variance within the students that they react positively, meaning that that's already something that we're doing anyway. It's just that, what I mean is that we're always intuiting, we're always encountering, but sometimes we question the validity of our interpretations. By making it ludic or somehow fun, or like we offering gestures that just sort of really point to the validity of our intuitive understanding, point to our knowing. It just empowers. Yes, there may be big questions that are still lingering about the artist's intention or the thematic overtone or the thematic content of the exhibition, but I think that most art learners, or those who are encountering art, those who I have been able to experience visits with, have appreciated the gestures and the sentiment of really believing in their intuitive interpretation. And but although there would obviously be shifts in terms of like movements, like physical movements, abilities, depending on who we visited with and how we would shift some of those gestures. And it's particularly, so maybe Tanya, maybe I can offer one of the ideas that you mentioned when you accompanied us on one of the visits. I remember you mentioning that reading the cards could be interesting, perhaps for second language learners, as a way of practicing some of the key concepts. But then on the other hand, it also is a performative gesture, which not everyone would feel comfortable with, and it could make them feel somewhat on the spot. So then there's that discomfort that also Marie-Hélène and I have been ongoing considering. It is performative in some ways, what we're offering. So it's not, or what we're asking the participants to engage in. And so maybe there is this under kind of discomfort or uncertainty, insecurity even, that we are still considering. Yeah. Thank you for the question, Paul. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on termine? Bon, je pense que je vais clore ici. Alors, merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous encore une fois. Ça nous a fait grand plaisir de partager avec vous. La conversation, les questions peuvent continuer. N'hésitez pas à nous contacter. Il nous fera grand plaisir d'échanger avec vous davantage sur le sujet. Juste avant de terminer, je voudrais, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il y a d'autres présentations qui ont été faites dans la série Ethos de la Fondation. Il y a une présentation en direct que notre directrice commissaire a présentée qui était l'ouverture de la série, c'est-à-dire elle présentait la philosophie de la Fondation. Alors, c'est une présentation qui a été enregistrée, disponible sur le site Internet. La deuxième présentation était par mon collègue Daniel Fizet, commissaire adjoint à l'engagement à la Fondation FI. Il était en compagnie de l'artiste Sheena Osko et a présenté sur la question de l'art et de l'entraide. Et aussi, Sheena avait développé l'atelier de création de notre dernière exposition. Alors, vous pouvez la visionner aussi, elle est enregistrée et disponible. Et aussi, on a un article de Victoria Carrasco, ma collègue commissaire adjointe au programme public et gestion des galeries. Elle a fait une conversation avec Sarah Turcotte, qui fait partie de l'équipe des coordinateurs de l'expérience du visiteur. Et ils ont eu une conversation autour d'un magnifique projet qui a cours à la Fondation, qui s'appelle Plateforme. C'est un projet de formation et de recherche-création qui implique toute l'équipe
des coordinateurs de l'expérience du visiteur, l'équipe de l'éducation, de l'engagement, Victoria également au programme public. Et donc, vous avez l'article qui est issu de leur conversation de Sarah et Victoria, qui est aussi disponible et aussi présent dans le cadre de la série Ethos de la Fondation. Alors voilà, je vous invite à les consulter et à les lire. Et je vous dis au revoir. Thank you so much for joining us. Thank you for spending this time with us. And again, for this moment where Marie-Hélène and I could have this time to focus on such an inspiring experience that we had. And, you know, as I mentioned, it means a lot during this time when, inspiration is welcomed. So thanks to everybody for joining us. Yeah, it's a pleasure.